Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureuse de vous accueillir pour un nouveau live, ce nouveau live consacré à la rentrée du secteur de l'énergie en France. Rentrée chargée, rentrée évidemment pleine d'inconnus, vous vous en doutez, c'est peut-être pour ça que vous êtes avec nous ce matin. Notre regard, notre obsession, comme toujours, vous proposer l'information la plus utile possible. Que nous réserve le premier semestre de cette année 2026 qui démarre? La bascule vers l'électrification aura-t-elle vraiment lieu? La neutralité carbone est-elle encore à notre portée? On est ensemble pour 45 minutes pour répondre à ces questions, 45 minutes aussi pour répondre aux vôtres. Alors allez-y, n'hésitez pas. Je les attends dès à présent en direct dans le chat. On s'efforcera d'y répondre. Avec moi aujourd'hui, autour de ce plateau, 3 journalistes les plus à même de vous éclairer, 3 journalistes de contexte évidemment, 3 journalistes de notre verticale énergie. Marie Guiton, bonjour. Bonjour Lucille, bonjour à tous. Marie, tu es journaliste donc pour la verticale énergie de contexte. Tu es aussi journaliste transport. Ta spécialité, les réseaux et la décarbonation notamment. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Marie ? Je vais vous parler des prévisions du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, essentiellement, et puis un petit peu de l'électrification des usages. Merci Marie. Nézim Tandjaoui, bonjour. Bonjour Lucille, bonjour. Nézim, tu couvres plus spécifiquement tout ce qui a trait aux renouvelables, à la planification. Pour contexte, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Nézim ? Bien, aujourd'hui, on va parler de programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est vraiment la blague de la rentrée entre professionnels du secteur. Voilà, c'est l'immanquable de chaque vœu. C'est la blague de l'année. Et spoiler qu'on attend toujours évidemment ce matin. Merci Nézim. Thomas Chemel, bonjour. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Thomas, toi, ta spécialité notamment, c'est le nucléaire, la fiscalité, les prix de l'énergie, les dynamiques de marché, ça fait beaucoup. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous parler un petit peu du plan électrification, de fiscalité et de prix, bien sûr. Évidemment, merci beaucoup à tous les 3. On plonge tout de suite dans le cœur du sujet avec notre première partie, un premier semestre 2026 chargé. L'année 2025 s'est achevée avec, pour ainsi dire, de l'électricité dans l'air en France et la promesse de la publication de cette fameuse programmation pluriannuelle de l'énergie avant Noël. Promesse, ça ne vous a pas échappé, restée lettre morte. La publication de ce texte, on le rappelle, est censée quand même orienter le pilotage de la stratégie énergétique de la France de 2025 à 2035. Autant dire qu'il est attendu, ce texte, et on l'attend toujours. Ce début 2026 s'annonce chargé pour le secteur. Thomas, je commence avec toi. Bon, alors, une chose qu'on peut commencer par dire pour planter le décor un peu de la séquence qui commence, c'est qu'une fois qu'on sera enfin sorti des débats budgétaires, et ça se précise, les vannes vont vraiment s'ouvrir sur une multitude de sujets. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. Ce premier semestre pourrait constituer la sortie d'entonnoir. Il y a tout plein de sujets, donc la PPE, la SNBC, le plan électrification, il y a aussi une proposition de loi sur l'hydroélectricité, le projet de loi d'ADU, bref, tous les objets et sujets qui étaient bloqués dans le tuyau depuis des mois, voire quelques années si on considère l'hydro et la PPE, pourraient aboutir ou en tout cas être traités dans les prochaines semaines. Alors attention, disclaimer, ces sujets, on en a parlé au cours des derniers mois, des dernières années. Je voudrais pas laisser penser que tout va se débloquer en 3 mois. Mais voilà, c'est des sujets qui peuvent sortir progressivement là en ce début d'année. Au sein de l'écosystème, il y a un peu une forme de lassitude, voire de résignation. Nézim l'a dit, la PPE, c'est un peu le running gag de ce début d'année. Donc on verra dans quelle temporalité le gouvernement fait des annonces, des publications ou autres. Donc beaucoup de sujets dans le pipe, si je peux m'exprimer ainsi, et en même temps un horizon calendaire assez restreint, Marie, parce qu'il y a un élément à prendre en compte également, c'est les élections municipales. Oui, comme avant chaque élection, le gouvernement s'impose une période de réserve qui commence en général 3 à 4 semaines. Alors on a vérifié, c'est une règle coutumière qui n'est inscrite visiblement nulle part en dur, mais que le gouvernement s'impose quand même. Et là, ça tomberait entre le 15 février et le 22 février. Donc ça raccourcirait quand même pas mal la fenêtre de tir pour libérer tous les textes que Thomas vient d'évoquer. Ensuite, peut-être qu'il poussera un petit peu parce qu'on a quand même une semaine du gouvernement à l'Assemblée
l'Assemblée et une semaine de contrôle au Sénat avec des débats sur l'agriculture fin février. Vu la séquence, puis il y aura le salon de l'agriculture, on a quand même du mal à croire que le gouvernement restera muet. Mais ça va quand même vraiment raccourcir la fenêtre de tir. Après les municipales, tout le monde dit qu'on rentre déjà en période présidentielle, donc la parole sera encore plus importante politiquement et donc peut-être plus difficile à être libre. Et c'est ajouté aussi le Groenland, les tarifs douaniers, la séquence actuelle qui va forcément occuper beaucoup l'espace public. Et ça, c'était pas attendu jusqu'à il y a quelques jours. Voilà, donc beaucoup de sujets, un calendrier contraint et des dossiers évidemment clés qu'on attend. Nézim, on en vient donc au premier dossier qui t'empêche un peu de dormir ou pas, tu nous le diras. C'est fini. La question un peu à 1 million d'euros, question que nous posait d'ailleurs Salomé en préparant ce live. La PPE, est-ce qu'elle va vraiment être publiée un jour ? Qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui ? Peut-être pour rappeler ce que c'est que la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est un grand texte de planification qui doit définir la stratégie énergétique de la France. C'est attendu depuis 2023-2024, donc le temps file et ensuite il faudra partir sur la prochaine PPE parce que ce sont des objets qui sont déclinés sur des périodes de plusieurs années, donc ça s'enchaîne quoi. Et ça sert à lancer les appels d'offres des énergies renouvelables et à donner de la visibilité aux acteurs du secteur, simplement à donner des sortes de modèles d'affaires. Et ça bloque depuis un bout de temps déjà. Plus personne aujourd'hui ne se livre vraiment à faire de pronostics. Sébastien Lecornu avait promis de la publier ou de décider quelque chose d'ici Noël. Ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, ce que nous disent nos interlocuteurs, y compris des lobbies qui rencontrent régulièrement les cabinets, c'est que à la fois Sébastien Lecornu et Roland Lescure, le ministre de l'économie, veulent avancer, veulent un peu vulgairement se débarrasser du texte. Ça, c'est moi qui le dis, mais voilà. Mais le publier, passer à autre chose. Le mettre derrière eux. C'est ça, mais on l'attend toujours. Et est-ce qu'on sait comment le gouvernement justifie encore ce délai aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on vous communique comme élément de langage potentiellement aussi ? Alors, fin décembre, au moment où on s'attendait un peu à avoir des annonces de Sébastien Lecornu sur la PPE, ce qu'a fait comprendre son entourage, c'est que le texte, qui est un grand plan stratégique, aurait été noyé dans le moment politique de fin décembre. Donc à la fois le budget et aussi la crise agricole à l'époque. Et en fait, il voulait, je cite là, en faire un temps fort de dialogue avec les Français. Alors il y a déjà eu beaucoup de consultations, faut le rappeler. Et il ne voulait pas en faire une publication technique isolée. Et quelques jours auparavant avait eu lieu la publication de RTE, donc le gestionnaire du réseau de transport, dont on va parler avec Marie, qui tire un constat sur l'explication, qui a aussi nourri les réflexions du gouvernement sur la PPE, qui est devenu ces derniers mois et ces dernières années un objet aussi très politique, qui a été au cœur de menaces de censure, notamment du Rassemblement national. Et 2027 arrive, donc il y a aussi cet élément qui est dans la tête du gouvernement. Alors, est-ce qu'on sait, peut-être pour répondre plus précisément à la question de Salomé, qui nous demandait quelles sont les informations qui ont potentiellement filtré sur ce qu'on appelle aussi, on peut le redire, la PPE 3, parce qu'il y en aura une quatrième, une cinquième, une sixième. Est-ce qu'on sait déjà ce qu'elle contient, cette fameuse PPE 3 ? Parce que que vous m'avez expliqué quand même en préparant ce live, c'est que ce texte, il est prêt. Oui, alors tout le monde nous dit que ce texte est prêt depuis quand même un certain temps déjà. Donc, en fait, il est prêt, il reste dans les tiroirs et ensuite il est remis sur l'établi par les gouvernements successifs parce que les gouvernements se sont quand même enchaînés depuis 1 an et demi. Donc chaque gouvernement aimerait bien mettre sa patte. Donc la dernière version officielle qu'on a eue, elle date de mars 2025. Donc, c'est la dernière version qui a été mise en consultation. De précédentes versions avaient déjà été mises en consultation. On peut faire la comparaison entre ces versions-là. Donc ça, ce sont les chiffres de mars 2025 du gouvernement Bayrou. Ce qu'on voyait à l'époque, c'était une baisse des objectifs des énergies renouvelables, notamment du solaire photovoltaïque, par rapport à la précédente version mise en consultation. Un nouveau chapitre sur l'électrification des usages, mais qui peut-être sera musclé, parce que là, le gouvernement veut faire un vrai plan d'électrification indépendant de la PPE, mais pensé un peu conjointement. Donc ça, c'est les derniers chiffres qu'on avait. Donc sur le solaire, par exemple, j'ai les chiffres, c'est 54 gigawatts de solaire en 2030. Aujourd'hui, on en a 26 gigawatts, donc c'est quand même un développement très important. Il y avait aussi une baisse des objectifs de l'hydrogène, donc ça, tout le monde s'y attendait. Et ensuite, François Bayrou avait été prêt à publier la PPE. D'ailleurs,
on a vu une photo du décret signé par François Bayrou. On n'était vraiment pas loin. On n'était vraiment pas loin, voilà. Là, j'ai passé une très mauvaise nuit ce jour-là. Depuis, j'ai décidé que j'arrêterais de mal dormir à cause de la PPE. Okay. Et donc, sur cette PPE-là, on avait en fait des chiffres contradictoires sur ce qu'il y avait dedans. On ne l'a pas vu, la PPE de François Bayrou, mais on avait des chiffres assez contradictoires, notamment sur les renouvelables. La tendance était quand même à la baisse des objectifs. D'accord. Et finalement, dans l'hypothèse Lecornu, est-ce qu'on sait à quoi ressemble ce texte in fine ? Parce que mars 2025, on est quasiment à un an de délai maintenant. Bientôt. Alors, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, finalement, on n'est pas loin d'une hypothèse sur laquelle on avait écrit en septembre de sortie de PPE, couplée à une sorte de moratoire, c'est-à-dire une suspension de la publication des appels d'offres de nouveaux projets, le temps qu'une mission soit menée par des économistes sur les modalités de soutien aux énergies renouvelables. François Lecornu, dans Le Parisien, avait répondu à cette information que nous avions écrite en disant que c'était un mensonge. Aujourd'hui, on n'a donc pas de PPE. Il y a une mission qui a été lancée, la mission Lévy-Thuot, donc Jean-Bernard Lévy, ancien PDG d'EDF, et Thierry Thuot, haut fonctionnaire, pourrait évaluer les modalités de soutien aux ENR, et il n'y a pas de nouveaux appels d'offres. Voilà, donc ça c'est une donnée. On sait qu'ils veulent avancer les filières PPE. L'autre donnée, c'est que quand même l'air du temps, ce qui est en vogue en ce moment, c'est plutôt une tendance à la baisse des objectifs ENR. On va reparler de RTE. Il y a aussi des sujets de prix négatifs. Donc voilà, par exemple l'été, vous avez une forte production d'énergie renouvelable, avec le solaire, peu de consommation en face, donc trop de demande, trop de production et pas assez de demande, les prix baissent. Devient négatif. Il y a aussi des enjeux de modulation du parc nucléaire, c'est-à-dire que le parc fait du suivi de charge. Parfois, quand il y a beaucoup de NR sur le réseau, il peut baisser. C'est pas un phénomène qui est nouveau, mais voilà, c'est dans l'air du temps. Donc on ne sait pas ce qu'il y aura dans la prochaine PPE, mais voilà c'est à la baisse. Voilà la photo à date et ce qu'on peut vous dire sur, en tout cas, ce que les journalistes de Contexte Énergie ont pu voir de ce texte qu'on attend toujours. Un mot, on en profite, Marie, parce que tu as cette double casquette énergie-transport chez Contexte. Un mot peut-être sur cette PPE. Est-ce qu'elle prévoit dans le secteur des transports assez brièvement qu'est-ce qu'il faut retenir, ce secteur-là ? Ouais, rapidement, il y a une annexe qui n'est pas mineure non plus parce qu'elle fait 120 pages dans la PPE qui concerne les transports. C'est pas mineur. C'est la stratégie de développement de la mobilité propre. En fait, ça rejoint quand même pas mal d'objectifs qui sont assignés aux acteurs de l'énergie, puisqu'on va avoir de la réduction de l'intensité carbone des carburants de moins 14,5% en 2030. On va avoir un développement des bornes de recharge. On va admettre que le bio-GNV, par exemple, donc le gaz, puisse contribuer à la décarbonation des carburants. Donc, quelques nouveautés qui vont intéresser quand même le secteur, mais qui sont très attendues et qui étaient déjà dans la précédente, qui étaient dans la mouture de mars, qui franchement ne devraient pas bouger là. Voilà. La question, c'est plutôt sur l'électrification automobile. Il y a des objectifs de verdissement du parc et de pourcentage de voitures neuves électriques qui devront être vendues. Là, pour l'instant, on n'y est pas. Donc, soit on revoit les objectifs à la baisse, soit on essaye de booster et d'encourager les ménages à acheter des véhicules électriques. Mais grosso modo, c'est un peu les grands enjeux pour les transports. Il y en a beaucoup d'autres. Mais... merci beaucoup, Marie. On reste avec toi parce que, bon, il faut quand même le dire, on l'attend, mais cette révision, elle est nécessaire et importante à plus d'un titre. Maintenant. Alors Nézim l'a esquissé, mais du coup ça permet de lancer des appels d'offres, puisque si on fixe les niveaux de production et de consommation, les niveaux de production, s'ils sont fixés trop bas, si on les revoit pas à la hausse, on est un peu coincé. Ça donne des perspectives aux filières, notamment la filière hydrogène par exemple, qui, même si l'objectif est revu à la baisse, avait besoin qu'on crante quand même un nouvel objectif. Et puis ça révise donc les objectifs sur la période 2024-2028. Ça fixe les nouveaux objectifs pour 2029-2033. Donc c'est 2 périodes de 5 ans. Et c'est en fait l'un des bras armés de la France pour atteindre la neutralité climatique et se mettre à jour des objectifs que lui a assignés l'Europe. Enfin, qu'elle s'est assignée aussi en tant qu'État membre de l'Union européenne. Donc c'est neutralité carbone en 2050 et le Fit for 55, donc le moins 55% d'émissions en 2030. Et pour ça, il faut mettre en place beaucoup de choses qui se trouvent dans la PPE. Et des dossiers qui sont suivis notamment par Damien Génicaud à Bruxelles, votre confrère de Contexte Énergie également, qui suit ça
au quotidien. On a une question d'ailleurs, mais je vous l'adresse quand même. Alors Damien n'est pas autour de ce plateau avec nous, et c'est lui vraiment notre spécialiste bruxellois de ces sujets, mais peut-être que vous avez des éléments à apporter à Nathan, qui anticipe nos échanges justement avec une question sur la révision du cadre européen pour la neutralité climatique. Il nous parle donc de la commission Envie qui a adopté à Bruxelles hier l'accord provisoire sur le sujet. Est-ce qu'on se connaît la suite du calendrier, notamment l'approbation par le Conseil en trilogue? Alors là, on a un plateau avec les journalistes de Contexte Énergie à Paris. Moi, ce que je peux vous conseiller, au-delà des réponses qu'ils peuvent vous apporter, c'est de lire le briefing de Contexte Énergie, parce que de fait, ça fait partie des éléments qu'on va resituer. Est-ce qu'on peut dire plus que ça à date avec vous? Non, c'est un peu ce que j'allais dire. Voilà. Nathan est visiblement un fidèle lecteur de Contexte, parce que Damien a écrit sur le sujet ce matin, et je pense qu'il continuera d'écrire sur le sujet ces prochains jours, et il aura sûrement plus d'éléments de calendrier que nous. Honnêtement, je ne sais pas quand est-ce que le Conseil doit se prononcer sur la question. Mais ça fait partie des éléments qu'on cherche et qu'on vous amène le plus tôt possible, évidemment. Comme toujours, merci beaucoup. Marie, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Ouais, ce que je voulais redire, par rapport à la PPE et son importance, c'était en fait cranter les choses, c'est les rendre opposables aussi. Donc il y a des décrets qui sont attendus, parce que la PPE et la SNBC, c'est deux documents qui sont très longs, mais il y a des chiffres, des objectifs qui deviennent opposables par décret et qui ont été utilisés dans les affaires Grande Sainte ou l'affaire du siècle, par exemple. Donc ça sert aussi à donner une réalité aux engagements que prend la France, en fait, et à obliger l'État à agir en la matière. Donc c'est quand même assez important. Et la dernière chose, pourquoi on l'attend maintenant avec pas mal d'impatience, et pourquoi c'est revenu un peu au centre des attentions, c'est parce que puisque RTE, le gestionnaire du réseau, dit que l'on produit trop d'énergie par rapport à la consommation, la question c'est, est-ce que le gouvernement va choisir de baisser les objectifs de production et de se dire tant pis pour l'électrification, ou est-ce qu'au contraire il va booster les usages et se dire on maintient coûte que coûte les objectifs de production. Voilà, donc c'est vraiment un enjeu qui a été remis sur le devant de la scène en décembre avec le rapport du gestionnaire de réseau. Merci beaucoup Marie. Parfaite transition vers notre deuxième partie. Avant ça, pour aller plus loin, 2 articles de Contexte que je vous recommande vivement. L'agenda du semestre par l'équipe de Contexte Énergie, sobrement intitulé De l'électricité dans l'air. Et le plan RN compatible de Matignon pour publier la PPE sous la plume de Thomas Chemel notamment, et Nézim Dandjaoui ici présent. Un article de septembre, je tiens à le préciser. Article qui date de septembre et qu'on a évoqué avec toi, Nézim. Donc ça vaut le coup quand même de s'y replonger, parce que ça donne un peu une idée de la tonalité autour de ces débats. Et j'en viens à notre deuxième partie, justement sur l'électrification des usages. C'est le deuxième gros morceau de cette rentrée. L'exécutif a promis un grand plan en la matière. Première réponse au bilan prévisionnel de RTE dont on a posé un petit peu les grandes bases. Ce bilan, il fait état d'une évolution trop lente en la matière. Marie, rapidement, vous avez tiré en gros 4 enseignements de l'actualisation de ce bilan. Le premier, c'est qu'il faut mettre le paquet sur les projets de décarbonation aujourd'hui. Oui, en gros, le gestionnaire de réseau, RTE, voit 2 scénarios qui sont en train de se dessiner d'ici 2035. Soit une décarbonation lente et on n'atteindra pas les objectifs que s'est fixé la France, soit une décarbonation rapide et pour se remettre sur la trajectoire de la neutralité carbone. Et là, ça veut dire qu'il faut rétablir un déséquilibre qui existe aujourd'hui entre l'offre et la demande. Il y a 3 ans, en 2023, tout le monde disait attention, on n'arrivera jamais à produire suffisamment d'électricité pour répondre aux usages, aux besoins qui sont exprimés. Et aujourd'hui, en fait, c'est l'inverse. On se rend compte que les producteurs ont été au rendez-vous, la production, l'offre a progressé, mais en revanche, les usages stagnent. Et RTE dit que il manque pas grand-chose finalement. Enfin, il faudrait un taux de concrétisation de 60% des projets industriels, hydrogène.
On n'est pas sur du 100%. Quoi. Et des data centers, on n'est pas sur du 100%. Ne serait-ce que tous les projets qui sont dans le pipe, finalement, si on en réalisait 60%, on se remettrait sur cette bonne trajectoire. Donc, il dit que ce qu'il faut, c'est des prises de décision d'investissement rapides maintenant, sinon on ne rattrapera pas le retard. Et des prises d'investissement, mais en fait, la question qui se pose du coup, c'est comment les encourager. D'où l'idée qui a émergé d'un plan d'électrification en décembre poussé par les pouvoirs publics. Et avec une question assez centrale, et Thomas va vous en parler, sur la fiscalité ou les tarifs. Oui, ce qui peut être un levier aussi, finalement, la fiscalité. Oui, alors c'est un débat que le gouvernement a soigneusement évité jusqu'ici, notamment dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2026. Il a donné un avis de sagesse à absolument tous les amendements qui ont été examiné à l'Assemblée. Donc on peut rappeler ce que c'est qu'un avis de sagesse. Oui, pardon. En fait, le gouvernement a simplement dit que quel que soit le vote de l'Assemblée, il s'y conformerait et que ça lui convenait, quoi. On va peut-être rappeler, il y a deux visions qui s'opposent totalement. Il y a celle du Sénat qui, de manière constante ces dernières années, a voulu faire converger les fiscalités du gaz et de l'électricité. Donc c'est augmenter la première pour diminuer la seconde, et celle de l'Assemblée, ou du moins de son rapporteur général, Philippe Juvin, LR, qui lui préfère rester dans la situation actuelle. Donc aujourd'hui, on se doute que ça va être un des enjeux du plan électrification pour inciter les consommateurs, les usagers à aller vers l'électricité, la décarbonation, mais c'est encore un peu difficile de savoir à quelle échéance et dans quelle mesure le gouvernement va remettre à plat la fiscalité. Et autre enseignement que vous tirez de cette actualisation du bilan d'RTE, c'est qu'il faut aussi, Thomas, et ça c'est un peu tes sujets, développer, alors c'est pas toi qui es responsable, développer la production, à savoir qu'est-ce que ça veut dire des ENR et plus de nucléaire. Oui, RTE le démontre dans son BP, il est bien plus efficace de continuer à déployer des actifs de production et de se mettre sur cette trajectoire de décarbonation rapide dont Marie nous parlait, que évidemment de rester sur une trajectoire lente. En fait, RTE dit qu'il vaut mieux une surcapacité transitoire qu'un sous-dimensionnement de la production. Parce qu'en fait, ces actifs, ENR en particulier, puisque c'était surtout, comme disait Nézim, sur ce segment-là qu'on réfléchissait à diminuer les objectifs, ces actifs vont être indispensables à l'atteinte de la neutralité carbone. Donc RTE le dit, il faut continuer à développer ces capacités. Néanmoins, si en face, on n'a pas un décollage de la demande, ces actifs risquent d'être échoués. Dit autrement, ça veut dire qu'ils ne seraient pas rentables. Donc, il faut continuer à développer, RTE dit qu'il faut continuer à développer des actifs de production, y compris ENR, mais en face, il faut électrifier, il faut que la demande décolle. Merci beaucoup Thomas, c'est très clair. On va en venir au troisième enseignement que vous avez tiré avec toi Marie sur l'adaptation du réseau au changement climatique. Je vous mets juste dans la tête la question suivante qui sera celle de Maxime qui nous demande si vous avez des informations sur le choix du gouvernement qui pourrait être fait dans la PPE 3, en l'occurrence on y revient toujours entre les différents scénarii du bilan prévisionnel à RTE. Est-ce qu'on sait déjà comment le gouvernement va arbitrer entre les 4 scénarios qui sont sur la table? Je vous laisse y réfléchir pendant que Marie peut-être développe cette question de l'adaptation du réseau au changement climatique qui est aussi une question centrale. Oui, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quel que soit le scénario dans lequel on se place, ce que dit RTE, c'est qu'il va falloir faire un certain nombre d'investissements incompressibles sur le réseau électrique qui devront être faits quoi qu'il arrive. Donc, il publie un SDDR, c'est un schéma décennal de développement du réseau qui finalement est prévu sur une durée de 15 ans. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais jusqu'à 2040, RTE prévoit 100 milliards d'euros d'investissement. Donc, c'est énorme et effectivement, on pourrait se dire, finalement, baissons la production d'énergie et puis on aura moins besoin d'adapter le réseau et moins d'investissements à faire. En fait, ce que nous explique RTE, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements donc incompressibles. Il y a 20 milliards sur l'adaptation au changement climatique du réseau et le renouvellement des lignes. Je vous donne quelques chiffres, je regarde mes notes. Mais donc 27% des lignes aériennes ont aujourd'hui plus de 60 ans.
24% des postes électriques du réseau actuel risquent d'être inondés en 2050. On a 40 000 kilomètres de lignes électriques aujourd'hui qui nécessitent des travaux d'ici 2040, 60% pour les renouveler, 40% pour les renforcer. On est dans une dystopie là. Voilà, en fait, on se rend compte que de toute manière, ça, il va falloir le faire. Donc voilà, un certain nombre d'investissements incompressibles, 20 milliards. Il y a ensuite le renforcement de la structure du réseau à très haute tension pour évacuer la production, quoi qu'il arrive, puisqu'on en a déjà beaucoup aujourd'hui, il faut être capable de l'évacuer, cette production. Ça, c'est 16 milliards au total. On a 2,5 milliards sur les interconnexion avec les autres pays, donc pour le coup la France n'est pas seule, elle n'a pas le choix. Et au final, donc le pur programme de raccordement, j'imagine que c'est là où on pourrait jouer, des industries et de la production bas carbone, c'est 53 milliards d'euros sur 15 ans. Donc c'est déjà énorme bien sûr, mais n'empêche qu'il y a une cinquantaine de milliards d'euros qui ne sont pas liés au nouveau raccordement. Merci beaucoup Marie pour ce point, pour ces chiffres. Alors est-ce qu'on peut donner des éléments à Maxime sur, je le rappelle, donc la manière dont le gouvernement va choisir entre les différents scénarios du bilan prévisionnel d'RTE. Est-ce que l'un de vous veut prendre cette balle ? Je peux tenter. Alors déjà, commencer par dire qu'on ne sait pas aujourd'hui quel est l'arbitrage du gouvernement sur la prochaine PPE. En revanche, j'ai révisé hier ces différents scénarios. Donc pour expliquer, donc, RTE a présenté plusieurs scénarios de développement possible des énergies renouvelables qui vont de R1, c'est le petit nom, à R4. R1 étant un développement faible, R4 étant un développement élevé. En fait, dans la dernière PPE mise en consultation en mars 2025, en gros, on était dans le scénario R3, R4. Ça dépend un peu des... C'est les deux scénarios qui en tenaient développement la corde. des énergies renouvelables. Okay. Alors ça dépend un peu de chaque énergie, évidemment. Là, je fais un gros aggloméré. Donc si on se dit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la tendance est plutôt à la baisse, à la modération des objectifs des ENR, on sera peut-être plutôt sur du R2. R1, c'est vraiment un développement assez faible. Après, ce que RTE a fait, ce sont des scénarios énergie par énergie et aussi en aggloméré. Peut-être que le gouvernement, je ne sais pas, je dis au hasard, mais décidera de faire du R3 sur l'éolien, du R1 sur le solaire, il ne peut pas nager, quoi. Aujourd'hui, on n'a pas l'arbitrage du gouvernement, mais voilà, on se situe. En tout cas, RTE avait l'air de dire que les R1 et R4 étaient les scénarios les moins optimisés, oui, il me semble. Donc c'est quand même probable qu'on se trouve plutôt dans la fourchette médiane. Ouais. Et RTE disait aussi que ça dépendait sur quel horizon de temps on se place. C'est-à-dire que la préférence pour le court terme pouvait conduire à abaisser certains objectifs de déploiement, mais que, en fait, si on voulait vraiment atteindre la neutralité carbone, c'était sur le long terme qu'il fallait regarder et qu'il fallait, comme j'ai dit tout à l'heure, continuer de développer des nouveaux actifs. Donc, je confirme un peu ce que dit Nézim, ça pourrait être un peu de panachage entre les différentes filières, quoi. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'a pas l'arbitrage, mais si vous l'avez, n'hésitez pas à nous écrire. Rédaction.énergie@contact.com. Si Roland Lescaut ou Sébastien Lecornu nous écoutent ce matin, voilà. N'hésitez pas vraiment à nous écrire. C'est maintenant. Merci beaucoup à tous les trois. J'espère qu'on a répondu autant que faire se peut à la question de Maxime. Je continue avec une question de Mathis Louis. Alors j'imagine que Mathis est le prénom et Louis le nom, pardon si je me trompe, qui nous demande, qui rebondit sur les sujets de la consommation d'énergie et qui nous demande comment le sujet de la flexibilité peut s'intégrer à ce débat sur la consommation d'énergie. Alors est-ce qu'on est en capacité de répondre ? Est-ce que ça vous parle ? Le sujet qu'on sent quand même pas mal monter depuis, je ne saurais pas mettre vraiment de borne temporelle précise, mais depuis plusieurs mois maintenant, c'est l'association ENR Stockage. Il y a quand même beaucoup d'acteurs qui appellent qui plaident pour qu'on pose un cadre économique, financier, qu'on ait des incitations à le faire. Voilà, là-dessus, j'ai pas trop d'informations sur est-ce que ça entrera véritablement dans la PPE, peut-être le plan électrification, honnêtement, je ne sais pas. Après, il y a plein d'enjeux sur la flexibilité, on le sait. Bien sûr. Et d'ailleurs, peut-être sur ce sujet, Jean-Bernard Lévy, donc l'ancien PDG d'EDF, qui fait une mission aujourd'hui sur les modalités de soutien aux ENR,
une semaine avant d'être nommé à cette mission, s'exprimer devant le Conseil d'État lors d'un colloque et disait que la question du stockage, effectivement, a été quelque chose d'intéressant à regarder. Donc on peut s'attendre à ce que dans les conclusions de sa mission, il y ait des éléments sur le stockage. Il y a des pistes effectivement sur ce sujet-là. Question d'Auréline, avant qu'on en vienne au plan du gouvernement pour ce fameux plan électrification dont on a beaucoup parlé déjà, mais pour savoir un petit peu où on en est, ce qu'on en sait, où on va. Question d'Auréline qui nous interroge sur la fiscalité des collectivités. Alors, on est en plein débat budgétaire qui se termine, sorte de serpent de mer, lui aussi, d'une certaine manière. Est-ce qu'on a des informations sur des évolutions, nouveautés qui pourraient encourager les collectivités à s'engager sur la production et la consommation des renouvelables? Est-ce qu'il y a des dispositifs incitatifs? Est-ce qu'on en sait quelque chose à date? Alors, honnêtement, non. Je suis désolé. La fiscalité, donc là, était pas mal abordée dans le cadre du PLF. Fiscalité des électro-intensifs, fiscalité des data centers, fiscalité des petits consommateurs. Il y a aussi le ministre Roland Lescure qui a annoncé une baisse de CTA, contribution tarifaire sur l'acheminement d'électricité. Il y a plein de choses. Honnêtement, sur les collectivités territoriales spécifiquement, je ne saurais pas répondre. Il faudrait se replonger dans le PLF et les articles du Code des impositions qui sont appelés dans le texte. Mais là, c'est un peu difficile de répondre comme ça. On transmettra notamment vos questions à Pierre Engrand qui suit ces questions-là pour Contexte Pouvoir et qui est vraiment notre spécialiste du décortiquage et de l'épluchage de ce texte. S'il est en capacité de vous répondre. C'est pas un cadeau là pour Pierre. C'est pas un cadeau, mais en tout cas, on lui transmet. Ce fameux plan d'électrification, Thomas, on reste avec toi, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui, à l'heure où on parle, en ce mardi matin de janvier? Eh bien, pas grand-chose. Honnêtement, nous, on a cuisiné nos sources, en tout cas, ces dernières semaines, et pas grand monde qui veut se risquer au jeu des pronostics. On entend parler de groupes de travail thématiques sur le modèle de ce qui avait été lancé en 2023 dans le cadre de l'élaboration de la SFEC, la stratégie française énergie-climat. Ça pourrait permettre de faire émerger des propositions, mais à la fois, comme le disait tout à l'heure Marie, le temps presse. RTE dit qu'il faut des décisions d'investissement là, maintenant, quoi. Donc, comme d'habitude, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Est-ce qu'il y aura de l'argent pour ce plan électrification? En fait, si on résume, il faut soit de la norme, mais pour ça il faut du capital politique. C'est compliqué en ce moment. Ce dont le gouvernement manque un peu, soit de l'argent, mais là aussi on en manque un petit peu, donc c'est pas gagné. Jusqu'ici, il y a quand même 2 sujets sur lesquels le gouvernement s'est un peu avancé, notamment pendant un brief à la presse sur la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Ils ont évoquer les voitures électriques et les pompes à chaleur. Donc en fait, on en vient à l'électrification du logement et des transports qui sont deux secteurs extrêmement consommateurs. C'est resté assez flou, mais on parlait d'élargir le périmètre des aides. On sait que les aides à la rénovation énergétique, par exemple, pour rénover les logements, les électrifier, c'est une arlésienne. Enfin, je veux dire, on revient dessus chaque année. Pour les transports aussi, Marie le sait bien. Mais voilà, sur le reste, c'est assez difficile d'anticiper ce qui pourrait être décidé et ce que contiendra ce plan à la fin. Merci beaucoup Thomas. Alors, tu parlais de pompe à chaleur, ça tombe bien parce qu'on a une question de Victor sur ce sujet. Je ne sais pas si c'est toi la personne indiquée pour y répondre, mais je vous la pose quand même. Victor nous demande pour 2026 à quoi peuvent s'attendre les gestionnaires de réseaux de chaleur alimentés en grande majorité par des pompes à chaleur. Les prix de l'électricité, nous dit-il, pouvant indirectement faire fluctuer le prix de vente de la chaleur. Merci à vous. Peut-être que Victor travaille dans ce domaine. Est-ce qu'on peut lui donner des éléments de réponse ou pas du tout? Je vais passer la balle à Nézim. Je vais zapper la première partie de la question. Excuse-moi, est-ce que tu peux juste... Pour 2026, à quoi peuvent s'attendre les gestionnaires de réseaux de chaleur qui sont alimentés en grande majorité par des pompes à chaleur, le prix de l'électricité pouvant faire fluctuer le prix de vente de la chaleur? En gros, à quoi ressemble ce début d'année pour le secteur des gestionnaire de réseau de chaleur? J'imagine que ça dépendra, alors je n'ai pas d'informations particulières sur le sujet, j'imagine que ça dépendra beaucoup des prix de l'électricité, qui sont
plutôt à la baisse, même si je crois qu'ils remontent un peu pour l'an prochain là, en ce moment. Mais les prix sont plutôt stables, a priori pour l'instant, sauf crise majeure. Alors, on est dans un... On est la dans fin un de l'arène. géopolitique un petit peu Dans un particulier. contexte géopolitique tendu, on n'est jamais à l'abri d'un défaut sur le parc et d'une remontée des prix comme on a pu le voir en 2022. Pour l'instant, la tendance est plutôt stable, j'ai l'impression. Mais je ne suis pas expert vraiment du marché de l'électricité et des tendances du marché. Il me semble que c'est stable, même s'il y a un petit mouvement haussier sur l'année prochaine en ce moment. Merci beaucoup, Nézim. On va continuer à dérouler ce fil de l'électrification de nos usages. On avait prévu d'aborder justement un point avec toi, Nézim en particulier. Il y a un député qui s'appelle Raphaël Schellenberger, mais je le prononce certainement très mal, qui mène aussi une mission sur l'électrification, cette fois de l'industrie. Ses premières propositions sont attendues d'ici à la fin mars. Est-ce qu'on sait déjà ce qu'il y a dedans, le champ que recouvre cette mission ? Oui, donc Raphaël Schellenberger, ancien président de la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique, ancien LR désormais non inscrit. Alors cette mission, c'est une mission qui a été confiée par le gouvernement, par Sébastien Lecornu et Roland Lescure. C'est quelque chose de cadré, c'est un principe connu de parlementaires en mission, c'est pas une exception particulière pour le secteur de l'énergie. Premier point de mi-parcours, mi-mars, la mission dure 6 mois. L'enjeu pour Raphaël Schellenberger, qui est épaulé par la Direction régionale de l'énergie et du climat dans sa mission, ça va être de proposer des pistes législatives ou réglementaires pour lever les freins à l'électrification de l'industrie. Et ces pistes, elles peuvent concerner à la fois le droit de l'urbanisme, le droit de l'environnement, les procédures de raccordement, tout ce qui peut permettre en fait de simplifier la vie des industriels pour électrifier plus rapidement. Et si on comprend bien donc ce champ très normatif, j'ai l'impression, a priori, sans argent public supplémentaire. Je ne pense pas que le gouvernement lui ait dit on t'ouvre les cordons de la bourse, fais-toi plaisir. Je ne pense pas que Bercy soit dans cette optique-là. Ouais, on imagine. Donc, des propositions, c'est pas le ton du moment. Des propositions écrites. Et si je peux ajouter un petit élément, tout à l'heure on disait qu'on ne savait pas trop ce que contiendrait le plan électrification, mais que ce soit la mission de Raphaël Schellenberger, que ce soit le bilan prévisionnel de RTE, il y a aussi beaucoup de notes des lobbies qui circulent, que ce soit de l'Union française de l'électricité. On a vu passer aussi une note blanche attribuée à EDF. Chacun il fait un petit peu sa liste de courses, a des recommandations. On voit que toutes ces missions et tous ces travaux se recoupent finalement, puisque chacun a ses propositions pour électrifier l'industrie, électrifier les transports, le logement, etc. Donc finalement, il faut juste voir ce que le gouvernement piochera un petit peu dans toutes ces missions et ces publications. Très clair, merci Thomas. Je vous adresse une question de Michel qui nous parle de l'État qui... Alors je mets du conditionnel, mais ça c'est parce que je connais moins ces sujets que vous de fait. L'État qui aurait bloqué la publication d'un rapport interne d'EDF exposant les risques pouvant affecter les centrales nucléaires liées à une modulation, je cite toujours, excessive de la puissance du fait des variations de la production ENRI. Cette modulation pourrait limiter la durée de vie des tranches actuelles. Est-ce qu'on peut dire quelque chose à ce sujet ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler ? Est-ce qu'on a des éléments de contexte Oui, alors il y a assez peu de choses qui ont filtré sur le contenu de ce rapport. C'est un rapport donc, qui a été une étude qui a été conduite par EDF. Je vous avoue que c'était un petit peu compliqué de savoir en fin d'année dernière si c'était vraiment le gouvernement qui bloquait ou si simplement le rapport n'était pas prêt. Je crois savoir que Bernard Fontanel, PDG d'EDF, en a dit un mot, un ou deux événements publics. Alors, je pense qu'il y a quand même une volonté du gouvernement de bien séquencer les annonces, que ce soit PPE, plan d'électrification, ce rapport. Faudrait pas que il y ait des messages qui viennent brouiller un peu sa communication. Bon, là, je me place évidemment dans le point de vue du point de vue du gouvernement. Mais c'est un peu... On l'a pas vu, ce rapport, donc je pourrais pas dire ce qu'il contient. Ça fait partie des choses que vous cherchez. Et ça fait partie des choses qu'on attend. Deuxième appel. Deuxième appel. Ça fait partie des choses que vous pouvez adresser à la rédaction. Voilà, ça fait partie des sujets et objets qui vont se trouver en sortie d'entonnoir, peut-être, là, à la fin des travaux budgétaires.
Merci beaucoup Thomas. Et pour aller plus loin et clore cette deuxième partie, 2 articles à nouveau de contexte. Les 4 enseignements de l'actualisation du bilan prévisionnel de RTE pour trouver plus finement cette analyse de contexte énergie et le grand blues du solaire et de l'éolien pour avoir une idée aussi de la manière dont ces secteurs vivent cette rentrée plus particulièrement. 3e et dernière partie de notre live consacrée à ce qui va occuper le Parlement par ailleurs en dehors de tout ce qu'on a déjà évoqué, qui relève plutôt, vous l'aurez compris, de l'initiative gouvernementale. Alors Thomas, les gens ne savent pas forcément, mais ta passion avant le nucléaire, c'est l'hydraulique. Comme quoi on en apprend tous les jours sur nos collègues. Et il y a un chantier législatif en cours sur le sujet. Oui, alors c'est peut-être l'aboutissement de 15 ou 20 ans de travaux sur le sujet. Il y a 2 procédures précontentieuses qui ont été ouvertes, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est il y a 15 ans par la Commission européenne, pour non mise en concurrence des concessions hydroélectriques françaises et au sujet de la position dominante d'EDF dans le secteur. En 2024, Agnès Pannier-Runacher, alors ministre de la Transition énergétique, avait déposé un avant-projet de loi de souveraineté énergétique qui traitait cette question et qui proposait une bascule du régime d'exploitation des ouvrages hydroélectriques du régime concessif vers l'autorisation d'exploitation. Et en fait, depuis, la France a avancé. Il y a eu une mission parlementaire conduite par Marie-Noëlle Battistel, députée socialiste, et Philippe Bollot, député MoDem, qui a rendu un rapport, si je dis pas de bêtises, c'était en juin dernier, je crois que c'était, avant l'été, et donc qui explorait en fait les différentes possibilités juridiques pour arriver à cette bascule du régime d'exploitation. Aujourd'hui, ils ont déposé une proposition de loi. Il faut savoir qu'entre-temps, je le rappelle, j'avais presque oublié, le gouvernement Bayrou a revendiqué un accord de principe avec la Commission européenne. Donc, personne ne l'a vu, cet accord de principe. Okay. Mais de ce qu'on comprend, la Commission européenne a dit, si vous basculez, si vous allez vers le régime d'autorisation d'exploitation et que vous associez à ça des mesures compensatoires pour éviter la position dominante d'EDF et qu'il y ait une concurrence dans le secteur, vous pouvez examiner une loi en ce sens. Et donc depuis, en fait, Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bollot travaillaient là-dessus. Leur texte est sorti. De ce qu'on comprend, il y a encore pas mal d'angles morts, d'écueils, parce que ça parle évidemment donc beaucoup de... c'est des dispositifs assez complexes, juridiquement complexes, mais aussi des mécanismes de marché, puisqu'il y a des produits qui permettraient en fait aux concurrents d'EDF d'acheter une partie de la production hydroélectrique. Donc voilà, il y a encore des questions, je pense, qui sont pas encore tout à fait tranchées. Et le problème, c'est que Sébastien Lecornu avait dit en fin d'année dernière qu'il voulait que ce texte soit examiné avant la fin janvier à l'Assemblée. Et comme l'a dit Marie tout à l'heure, on a un calendrier... Sébastien Lecornu a dit beaucoup de choses avant la fin de l'année. Il y a un calendrier qui se resserre, une période de réserve gouvernementale du fait des élections. On ne sait pas trop quand est-ce que ça aboutira. Voilà. On a du mal à voir quels sont les créneaux pour faire passer tout ça. Alors, je vais le dire moi-même très rapidement, mais bon, il y avait évidemment le projet de loi d'adaptation au droit de l'UE, le DADU, qu'on attend aussi aux alentours de début février. Début février en commission, 17-18 février en séance au Sénat. Voilà, au Sénat. Nézim, puisque le temps passe évidemment très vite quand on est en bonne compagnie, on va quand même dire un mot de la PPL Grémillet. On l'a presque oublié, mais ça a beaucoup occupé vos journées, vos briefings. C'est vrai. En vrai 2025, la PPL Grémillet. Et pourtant, elle n'a pas disparu. Oui, alors, la PPL Grémillet, une proposition de loi déposée par Daniel Grémillet, sénateur LR, déposée à l'époque à l'été 2024, si je ne dis pas de bêtises, avec Bruno Retailleau, à l'époque où LR n'était pas encore au gouvernement, donc une PPL d'opposition à l'époque, pour en fait remplacer le fameux projet de loi de souveraineté énergétique dont Thomas a parlé, qui, après avoir été présenté et mis en consultation, n'a jamais été déposé à l'Assemblée. Et en fait, cette loi, elle devait être le socle de la PPE et de la SNBC. Ça, c'est dans le Code de l'énergie. Il faut une loi pour fixer les grandes orientations de ces deux documents.
le gouvernement a décidé qu'en fait la loi n'était pas nécessaire, donc Daniel Gremillet a décidé d'en déposer une, qui a été examinée une première fois au Sénat. Ensuite, LR est rentré au gouvernement, donc le gouvernement s'est senti obligé de faire avancer la PPL au Parlement. Logique, donc elle a été examinée en première lecture à l'Assemblée. Elle est revenue en deuxième lecture au Sénat. Ça, c'était au printemps dernier, puisqu'entre-temps, il y a eu des dissolutions en pagaille, donc tout ça a pris beaucoup de temps. Et Daniel Gremillet pensait qu'il était possible, en deuxième lecture à l'Assemblée, d'avoir un texte conforme, ouvrant ainsi la voie à une promulgation en fait, de la loi, sans passer par la case commission mixte paritaire. Mais le gouvernement n'a jamais inscrit cette proposition de loi à l'Assemblée en deuxième lecture. LR ne l'a jamais repris dans sa niche parlementaire à l'Assemblée, d'ailleurs, il faut le dire. D'ailleurs, il n'y a pas forcément des visions très convergentes entre les LR du Sénat et de l'Assemblée sur ce sujet comme sur d'autres, comme sur la fiscalité par exemple. Donc, on pense que la PPE sortira avant que cette PPL n'avance, donc ça semble un peu cuit, mais Daniel Gremillet est de toute façon occupé par le DADU parce qu'il en est le rapporteur. Par ailleurs, voilà. Mais un élément qu'on peut dire sur cette PPL ou sur Daniel Gremillet, c'est qu'il fait une très bonne eau de vie à la Mirabelle. Voilà. Il a fait goûter aux journalistes de l'énergie lors d'une soirée. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur Daniel Gremillet. Marie. Ce qu'on peut juste dire sur le DADU, puisqu'on y revient, c'est qu'il y aura aussi des enjeux qui vont recouper potentiellement le plan électrification. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a notamment la transposition de la directive sur les énergies renouvelables. La France a été mise en demeure, a reçu un dernier avertissement de la Commission européenne en décembre. Et dedans, il y a deux mesures. Il y en a une pour réduire l'intensité carbone des carburants, ce dont je parlais tout à l'heure. Et il y a aussi des zones d'accélération renforcées pour les énergies renouvelables. Donc, c'est un outil de plus pour accélérer sur la production renouvelable. Forcément, ça va créer beaucoup de débats, j'imagine, au Parlement. On imagine. Merci beaucoup à tous les deux. Dernière question avec toi, Thomas, sur un sujet qui est évidemment sous-jacent et qui domine cet ensemble, c'est la question des prix de l'énergie. Ça va me permettre d'adresser la question de Denis, qui nous dit les prix de l'électricité pour 2026-2027 sont significativement inférieurs à 60 € par mégawattheure. Cela remet en question la viabilité du dispositif post-ARENH. Avez-vous des infos sur la façon dont le gouvernement envisage de traiter ce sujet c'est un peu la même question, sans être totalement la même question, mais ça pose la question des prix. Oui, alors la question des prix, c'est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce. Depuis la crise de 2022-2023, c'est un peu l'alpha et l'oméga de tous les sujets énergétiques, c'est-à-dire qu'on parle de nucléaire, d'énergie renouvelable, de certificats d'économie d'énergie, de fiscalité, tout revient à la question des factures. Les gouvernements successifs ont tous été mis en difficulté sur cette question, que ce soit celui de Michel Barnier à l'époque, François Bayrou ensuite, Sébastien Lecornu, en particulier par le Rassemblement national. Et ils ont souvent davantage été dans la réaction que dans l'action. Donc, ce qu'on peut dire, c'est sur la question de Denis, le post-ARENH. Alors effectivement, donc, pour ceux qui ne savent pas, l'ARENH est... morte. L'ARENH, le dispositif de l'ARENH s'est éteint au 31 décembre 2025. Donc maintenant, on est dans un mécanisme tout marché qui ne prévoit pas en fait de protection pour les consommateurs ni pour EDF. Et là-dessus, je peux renvoyer les auditeurs au rapport de la Cour des comptes qui a été publié en fin d'année dernière et qui justement pointe l'échec de la politique post-ARENH, en tout cas du dispositif post-ARENH tel que échafaudé par les derniers gouvernements, face aux difficultés d'EDF et à son modèle économique en fait, puisque c'est très dépendant évidemment du prix de vente de l'électricité. Donc, et EDF qui doit entretenir, moderniser son parc, en tout cas qui fait face à un mur d'investissement et construire de nouvelles centrales, enfin bref. Donc voilà, la question, si je peux résumer en 2 mots, oui, la question des prix est centrale et en fait irrigue tout plein de questions, que ce soit des dispositifs comme celui évoqué par Denis ou d'autres questions sur les certificats d'économie d'énergie, etc. Merci beaucoup Thomas. Et pour aller plus loin, 2 articles à nouveau de contexte qu'on vous partage dans le chat. Le modèle économique d'EDF n'est pas
assez solide pour assurer les investissements prévus, juge la Cour des comptes. Et enfin, le dernier, prix de l'énergie. Comment les pétroliers ont mis le feu aux poudres. Voilà autant de matière pour vous plonger dans la couverture des sujets énergie par contexte. Il est temps pour moi de vous remercier pour ce temps ensemble. C'est la fin de ce live spécial consacré à la rentrée du secteur de l'énergie en France. Merci encore pour votre fidélité. Merci évidemment à Marie, à Nézim, à Thomas pour leurs éclairages. Merci à Yanis pour la modération, à Nicolas Kefelec et Frédéric Dubosc pour le design de notre beau décor, à Humanoïde pour l'accueil et à Vic pour la réalisation de ce live comme à chaque fois. Pour aller plus loin, évidemment, je vous invite à vous plonger sur contexte.com, à vous promener sur contexte.com et à vous plonger plus spécifiquement dans les briefings de notre verticale énergie. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Ce sera mardi prochain. Il sera consacré à la majorité numérique, sujet d'actualité brûlant avec les journalistes de Contexte Média à Paris comme à Bruxelles. Merci encore. À très bientôt.